Coucou tout le monde, salut à toutes et salut à tous, ici le BTG et on se retrouve aujourd'hui pour une seconde chronique. Cette fois-ci, cette chronique aura pour thème Marvel vs DC Comics. Donc, on trouve deux grands éditeurs de comic books qui mettent en scène des super-héros, donc à savoir Marvel et DC Comics. Donc, le premier est à l'origine notamment de Iron Man, des X-Men, des Avengers, de Thor, de Hulk, de Captain America, etc. etc. Et le deuxième est à l'origine notamment de Superman, Batman, Green Lantern, Flash, Justice League, Aquaman, Wonder Woman, Hawker, Hawkman et tous ces joyeux petits mondes, n'est-ce pas? Mais il est important de distinguer les deux écuries entre guillemets, puisque généralement, et je dis bien généralement, ça va pas être universel, Marvel va plus s'intéresser à l'intégration de ces personnages dans la société, et DC va plus explorer la psychologie des personnages. Mais il y a quand même quelques exceptions à ces deux cas. Par exemple, Watchmen, qui est édité chez DC Comics, raconte une histoire qui se déroule pendant la guerre froide et à New York. Ou alors, dans certains arcs de certains personnages, justement les événements se déroulent pendant certains faits historiques. Par exemple, The Dark Knight Returns, que j'ai abordé dans la chronique précédente, se passe pendant la guerre froide. On peut cependant remarquer quelques similitudes entre Marvel et DC Comics, et notamment au niveau des personnages. Par exemple, on a Aquaman et Namor qui ont tous les deux des pouvoirs aquatiques et qui sont tous les deux des Atlantes. On a Batman et Iron Man qui sont deux milliardaires sans pouvoir mais qui utilisent leurs ressources financières pour combattre le crime, enfin ou plutôt pour se créer un équipement qui va servir à combattre le crime. On a Superman et Sentry qui sont au final assez semblables au niveau de l'apparence. On a Catwoman et la Chatte Noire qui sont toutes les deux inspirées par les chats. On a Green Lantern et le Mandarin qui ont tous les deux des anneaux magiques. On a Flash et Vif Argent qui ont tous les deux une super vitesse, etc. etc. Les deux écuries se livrent donc une sorte de guéguerre, tant au niveau des comics que de leurs adaptations. En effet, on retrouve des adaptations des deux éditeurs, que ce soit en jeux vidéo avec par exemple Injustice Gods Among Us pour DC Comics et Marvel Ultimate Alliance pour Marvel évidemment. On trouve aussi des séries animées, donc Young Justice pour DC et X-Men pour Marvel, ou encore des films. Et justement, dans cette chronique, je vais m'attarder sur le cas des adaptations cinématographiques de comics Marvel et DC. Ou de là-bas. Donc, d'un côté comme de l'autre, on a eu des très bonnes adaptations, mais aussi de moins bonnes. Ouais, faut tout pour faire un monde. Alors je vous propose donc de commencer sans plus attendre avec les adaptations Marvel. Et autant dire que c'est un bon gros bordel comme je ne les aime pas, mais alors pas du tout. Et oui, vous vous attendez à ce que Spider-Man rencontre les Avengers et les X-Men au cinéma? Ah, mais que vous êtes naïfs mes cochons, ça en devient presque mignon. Ouais. En effet, les droits des adaptations cinématographiques de Spider-Man sont détenus par Sony Entertainment. Les X-Men, eux, appartiennent à la Fox. Et enfin, les Avengers, donc Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, la Veuve Noire et Hawkeye, appartiennent à Marvel Studios. Donc pour faire court, les droits des adaptations des personnages Marvel sont répartis entre différents studios. Donc en clair, on n'est pas prêt de voir tous ces personnages se rassembler ensemble au cinéma. Et dans un seul film. Ou dans une saga, ou peu importe. D'ailleurs, dans les 2 prochaines années, on va avoir droit à un cas de figure assez pathétique, hein, je dois vous l'avouer. Donc, Vif Argent et la Sorcière Rouge sont les enfants de Magneto. Ils sont donc des mutants. Mais dans les comics, ils font aussi partie des Avengers. Donc les deux personnages vont apparaître dans Avengers 2 en 2015, mais ils vont aussi apparaître dans X-Men Days of Future Past l'an prochain. Or, ces personnages ne seront pas joués par les mêmes acteurs dans ces deux films. Et de plus, puisque c'est la Fox qui possède les droits des adaptations X-Men et de tout ce qui touche aux mutants chez Marvel,
Eh bien, c'est simple, dans Avengers, il ne pourra pas être mentionné que Vif Argent et la Sorcière Rouge sont des mutants. Vous n'avez rien suivi? Ça tombe bien, moi non plus. Non, plus sérieusement, je trouve ça complètement stupide que les studios refusent de faire des compromis juste pour une simple histoire d'argent et qu'ils en aient absolument rien à foutre du fanservice. Oui, c'est ça, c'est du pur fanservice, mais les studios n'en ont rien à foutre tant qu'ils touchent de la thune. En clair, Hollywood nous trollera jusqu'au bout. Et donc, chaque studio développe son propre univers cinématographique Marvel. Donc du côté de chez Sony Entertainment, c'est l'univers de Spider-Man qui est développé avec The Amazing Spider-Man, sa suite qui sort l'an prochain, et The Amazing Spider-Man 3 et 4 qui sont prévus respectivement pour 2016 et 2018. Aussi, entre-temps, on aura un spin-off centré sur Venom et un autre spin-off centré sur les Sinister Six qui sont un groupe en fait de 6 super vilains qui se sont ligués contre Spider-Man. Du côté de la Fox, on a un univers qui est centré sur les X-Men, avec la première trilogie X-Men, qui est sortie entre 2002 et 2006, si je ne dis pas de conneries, mais aussi le très oubliable X-Men Origins Wolverine, le récent Wolverine le combat de l'immortel, X-Men Days of Future Past qui arrive l'an prochain, et sa suite X-Men Apocalypse qui est prévue pour 2016. Et on va avoir normalement un autre univers cinématographique chez la Fox qui sera centré cette fois-ci sur les 4 Fantastiques, puisqu'un reboot est prévu, il me semble, pour 2015 ou 2016. Enfin, Marvel Studios développe son univers autour de l'équipe des Avengers, avec la trilogie Iron Man, mais aussi Thor et Thor le monde des ténèbres, aussi Captain America, Hulk, Avengers, mais aussi les Gardiens de la Galaxie et Captain America 2 qui arrive l'an prochain, mais aussi Avengers 2 en 2015 et Ant-Man la même année. D'ailleurs, le calendrier des sorties Marvel Studios est fixé jusqu'à 2017 au moins, avec pas moins de 3 projets tenus secrets. Et Marvel Studios développe aussi en parallèle de ces films des séries TV qui entrent aussi dans l'univers cinématographique des Avengers. Et il y en a donc Agents of S.H.I.E.L.D. Qui est actuellement diffusée, qui est très moyenne je trouve, mais ce n'est pas la question. Et aussi, ils ont pas mal de projets de séries, notamment une centrée sur Daredevil, une autre centrée sur Luke Cage, il me semble qu'il y en a encore une ou deux autres, mais les noms m'échappent. Je vous propose maintenant de passer aux adaptations DC Comics, pour lesquelles il faut avouer que c'est beaucoup moins bordélique que pour Marvel. Comme dit du côté de DC, c'est beaucoup plus simple. En effet, la grande majorité des droits d'adaptation cinématographique appartiennent à la Warner. Pour le reste, c'est simple, ce sont des licences telles que The Spirit, Red ou encore Judge Dredd, c'est-à-dire des séries qui n'ont rien à voir avec les séries super-héroïques développées par DC Comics, et donc les droits de ces adaptations appartiennent à d'autres studios. Et pour ce qui est de la stratégie de la Warner, elle est relativement semblable à celle abordée par Marvel Studios, puisque un univers cinématographique, j'ai du mal aujourd'hui, désolé, donc un univers cinématographique DC Comics est bel et bien en train de se former. En effet, vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais Man of Steel 2 va servir en quelque sorte d'introduction à un futur film Justice League. On y retrouvera donc Superman évidemment, mais on y retrouvera aussi donc Batman qui sera joué par Ben Affleck. Mais il a aussi été annoncé il y a peu que Gal Gadot, qu'on a pu voir dans la saga Fast and Furious, elle avait été engagée pour jouer le rôle de Wonder Woman. Il a aussi été annoncé il y a peu que Flash serait de la partie lui aussi, et que Jason Momoa était pressenti pour un rôle encore inconnu. Je vous laisse donc deviner à quel point j'attends avec impatience ce fameux Man of Steel 2. J'ai d'ailleurs eu quelques idées quant à l'introduction des différents personnages de la Justice League dans le film. Voici un exemple que j'ai imaginé pour la scène finale. On aurait donc Superman et Batman, côte à côte, face au soleil couchant, discutant de l'avenir de l'humanité ou de quelque autre broutille. Soudain, une voix féminine les interrompt. Les deux héros se retournent alors et se retrouvent face à Wonder Woman, Flash, Green Lantern et un autre personnage, à choisir entre Aquaman, Green Arrow, Cyborg et Hawkgirl. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc tout comme Marvel Studios, la Warner s'est elle aussi lancée dans la production de séries.
On trouve donc l'excellente série Arrow, qui est dont la saison 2 est actuellement diffusée, et qui est centrée sur le personnage d'Oliver Queen, alias Green Arrow. Il y a aussi une série centrée sur Flash qui a été annoncée, qui serait semblable à Arrow, hein, justement. Une série sur le personnage de John Constantine a aussi été annoncée. Et enfin une série intitulée Gotham Central, dans laquelle on suivra les enquêtes d'un certain Jim Gordon, qui sera un jeune inspecteur de police fraîchement débarqué à Gotham City. Donc cette série va se dérouler en fait avant l'apparition de Batman. Et afin de conclure cette vidéo, je me permets de vous proposer ma petite théorie concernant la mise en place de l'univers cinématographique DC. Par contre, je vous préviens, ce passage risque de contenir quelques spoilers. Alors, je l'ai dit il y a quelques instants, Man of Steel 2, prévu en 2015, va servir d'introduction à la Justice League. On pouvait déjà d'ailleurs voir quelques indices dans le Man of Steel premier du nom, puisqu'il y avait une référence deux références je crois à la LexCorp, une ou deux, non deux, à Bruce Wayne et à d'autres personnages ou d'autres éléments de DC Comics. Je vous ai aussi parlé plutôt de la série Arrow et de la future série centrée sur Flash. Et bien je pense que ces deux séries, tout du moins j'espère que ces deux séries vont jouer un rôle semblable à celui de Man of Steel 2. Mais pourquoi donc, me demanderez-vous? Eh bien pour la simple et bonne raison que Arrow est une véritable mine de référence à l'univers DC Comics. Par exemple dans un certain épisode de la saison 1, il est question d'un avion appartenant à la compagnie Ferris Airlines. Or cette compagnie dans les comics est dirigée par une certaine Carol Ferris, qui n'est autre que la compagne d'Hal Jordan, aussi connue sous le nom de Green Lantern. De plus, dans la saison 2, un personnage porte le nom de Cyrus Gold, et dans les comics, Cyrus Gold n'est autre que Solomon Grundy, qui est un ennemi récurrent de personnages tels que Green Lantern ou Batman. Ensuite, le personnage de Barry Allen est présent dans 2 épisodes de la saison 2, et à la fin du 2e épisode où il est présent, justement, Barry Allen devient Flash. Et plusieurs références sont aussi faites au laboratoire Star Labs, et ces laboratoires sont justement les laboratoires dans lesquels le personnage de Victor Stone est transformé en cyborg. Et d'ailleurs, je verrais bien le personnage de cyborg faire quelques apparitions dans la série. Aussi, la Ligue des Assassins joue aussi un rôle assez important dans la série, surtout dans la saison 2. Et il ne faut pas oublier que la Ligue des Assassins, justement, est la ligue que Bruce Wayne a rejoint pendant son entraînement. Et que c'est la ligue qui est dirigée par un certain Ra's al Ghul, qui n'est autre que le mentor de Batman. Et enfin, dans sa seconde saison, la série qui, à la base, se voulait plutôt réaliste, introduit au fur et à mesure des super pouvoirs. Je pense donc qu'il serait pas étonnant qu'Arrow et la future série Flash introduisent en parallèle de Man of Steel 2 l'univers de la Justice League. Voilà, j'en ai fini, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, sinon n'hésitez pas à laisser un commentaire, puisque toute critique est bonne à prendre, à condition bien sûr qu'elle soit constructive. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une bonne année. Et sur ce, ciao tout le monde!